Merci d'être venu. Alors c'est ma première présentation à Tourentech, c'est ma première conférence. Je me présente, je m'appelle Hervé Chamineau, je suis ingénieur du matériel à la SNCF. Je donne aussi des cours de langage C à Polytech. J'ai d'ailleurs quelques anciens élèves dans la salle. Je les remercie d'être venus. Je vais vous parler de la problématique qu'on a au niveau des trains. Voilà, parce qu'un train, ça roule 40 ans et on a des problématiques des logiciels. Donc, je vous fais un spoiler rapide, on n'a pas de solution. Mais on s'en sort, on arrive à faire rouler nos trains 40 ans avec le logiciel. Voilà, donc je fais partie de l'ingénierie du matériel. L'ingénierie du matériel, son objectif, c'est de faire rouler les trains et d'optimiser l'exploitation des trains pendant toute la durée de sa vie. C'est-à-dire qu'on va faire des études pour les rénover, pour changer, améliorer, optimiser des choses, modifier des pas de maintenance. L'objectif est de faire à ce que le train soit toujours dans ses meilleures conditions et qu'il nous coûte le moins cher possible à l'exploitation. Donc, l'ingénierie du matériel, c'est différentes activités. On gère la fin de vie, on fait de la recherche et développement, de l'ingénierie de conception. On a une filiale qui fait des tests et des essais ferroviaires pour pouvoir faire à ce que les trains soient acceptés sur le réseau ferré. Donc, comme je disais, nous, on va s'intéresser un petit peu aujourd'hui à un chiffre. Voilà, on a peut-être une vingtaine de modèles de trains et ça représente 4500 logiciels embarqués et logiciels de maintenance. Parce que voilà, un train, on branche un PC, on se connecte au train, on fait un diagnostic, etc., etc. Donc, on a 4500 logiciels aujourd'hui et l'objectif, c'est de faire rouler tout ça pendant plus de 40 ans. Donc, pour rappeler un petit peu le cycle de vie d'un train, j'ai fait un exemple. Prenons un train qui commence à être conçu par nos constructeurs favoris dans les années 2000. Il faut à peu près 5 ans pour développer un train. Et donc en 2005, comme à timeline, on va avoir notre premier train qui roule. Ce train-là va être objectivé pour 40 ans. C'est un peu moins pour les TGV. En général, pour les TGV, on fait une trentaine d'années. On va avoir une date clé en 2025, ce qu'on appelle la mi-vie. Ou alors là, à ce moment-là, on doit faire une vérification de la structure de caisse. Donc on va démonter tout l'intérieur du train, vérifier que la structure métallique est bonne. Et ensuite, quand on va remettre les éléments, on va remettre des nouveaux sièges, de la nouvelle électronique, etc., etc. Donc, voilà, le premier train roule en 2005. Il va finir sa vie dans les alentours de 2045. Mais le dernier train qui a été produit, parce que si on produit 150 ou de 200 trains, on ne va pas les produire en un an ou deux. Donc le dernier train qui va être produit en 2015, potentiellement, et ça va nous amener jusqu'à 2055. C'est-à-dire que les développeurs qui ont développé le logiciel, qui contrôlent le train, qui gèrent la clim, etc., etc., ont été développés dans les années 2000, et le dernier train qui roulera avec ces logiciels-là, lui roulera jusqu'en 2055. Voyez un petit peu la problématique. Donc, petit fait intéressant, un train n'est garanti que 2 ou 3 ans. Voilà. Ça paraît court, mais au bout des 2 ou 3 ans, en fait, c'est la SNCF qui doit gérer, enfin, c'est l'exploitant du train, qui doit gérer sa maintenance et le maintien en condition opérationnelle du train. Pendant la durée de production des trains, alors, donc qui s'échelonne, on va dire, entre 7 et 15 ans, c'est très variable en fonction du nombre de trains qui ont besoin d'être produits. On va, nous, à l'ingénierie du matériel, récupérer un maximum de données. Parce que quand on achète un train, on achète la mécanique, mais on achète aussi toute sa documentation et ses éléments techniques. Du moins, on essaye d'en récupérer un maximum. À la fin de la production du train, on fait le bilan et on essaye encore et toujours de récupérer des informations supplémentaires. Pourquoi on fait ça ? La raison est simple, c'est que 55 ans, potentiellement ou 40 ans, c'est long. Il y a des fournisseurs qui vont disparaître. On a plein de contraintes sur la disponibilité de l'intelligence, des connaissances des personnes pour pouvoir maintenir le train en conditions opérationnelles. Voilà, donc les difficultés, vous vous en doutez. On fait de l'embarqué, donc on va avoir des problèmes. En 2000, on avait des microprocesseurs qui tournaient peut-être à 50 MHz, qui étaient du PowerPC, ce genre de choses. 20 ans plus tard, quand on fait des rénovations, on commence à se dire, voilà, on n'a plus de pièces, on ne peut plus produire. Donc on a cette obsolescence matérielle qui est de fait
insoluble, parce que le matériel évolue, parce qu'on doit maintenir l'électronique fonctionnelle. On va avoir des obsolescences logicielles. On a des fois des logiciels qui ont été développés avec des outils qui sont plus supportés, qui des fois ne tournent même plus sur les OS d'aujourd'hui. On peut avoir des compilateurs, des choses qui font des graph-sets pour contrôler des équipements, qui aujourd'hui, si on n'a pas une machine virtuelle qui peut nous faire tourner un MS-DOS ou un Windows NT4, on ne va pas être en capacité de régénérer le logiciel ou de le modifier. Et on rajoute à ça la complexité de l'hétérogénéité du parc. C'est-à-dire qu'on a 20 trains, 20 modèles de trains, et ces 20 modèles de trains sont différents. Des technologies différentes. Même si le train a été construit par le même constructeur, et il s'est passé 5 ou 10 ans potentiellement entre deux commandes de train, les technologies qu'ils ont mis dedans ont évolué. Donc on évolue vraiment dans un système très complexe, avec énormément de possibilités et de variations au niveau des outils utilisés. Voilà, donc après, par rapport aux échanges qu'on a avec le constructeur, on n'a pas toujours le code source des différents éléments, des différents équipements qui sont dans les trains, mais on a toujours au moins les interfaces, aussi bien hardware que logiciel. Un élément doit pouvoir être remplacé, doit pouvoir être réparable, donc, et communique avec le train, d'une façon ou d'une autre, par des signaux électriques, par du réseau. Et donc ça, je dis bien toujours entre guillemets, parce que bon, il y a certaines situations où deux équipements discutent entre eux, c'est un protocole propriétaire, ça ne discute pas avec le reste du train. Bon, on s'en fiche un petit peu, on remplacera ce bloc-là. Pour résoudre nos problèmes. Donc, avec tout ça, on a mis en place différentes stratégies. Le cas numéro 1, le cas entre guillemets le plus facile, on ne fait rien. On ne fait rien sur le logiciel. On a des exigences contractuelles avec les constructeurs de façon à ce qu'ils puissent maintenir des connaissances pendant X années. Donc une fois que le contrat de production avec le train est fini, enfin est arrêté, à ce moment-là, on va dire c'est une dizaine d'années, on pourra revenir après auprès d'eux pour avoir une mise à jour logicielle, une expertise, etc., etc. L'autre solution qu'on a, c'est de se dire, on suit tous les équipements qui sont dans les trains, le taux de panne, les réparations qu'on fait dessus, etc. Donc on est capable d'envisager, de prévoir potentiellement le nombre d'équipements qu'on va avoir besoin pour aller jusqu'à la fin de vie du train. Donc on fait du stock stratégique, des achats en en last buy order, tout ce genre de choses. L'idée c'est vraiment de se dire, ok, le train va rouler jusqu'à telle date approximative, on doit trouver des équipements. On va aussi faire de la récupération des trains qui tomberaient en panne ou qui seraient pas réparables. On va récupérer les pièces pour pouvoir alimenter d'autres trains. Enfin, toutes les solutions sont envisageables. Donc là, sur le logiciel, on ne fait rien. Le cas numéro 2, c'est le cas le plus... C'est le cas le plus fréquent chez nous. Comme je vous l'ai dit, en fait, on a les interfaces. Donc la plupart du temps, on va refaire une reconception. Donc on peut avoir besoin de faire une reconception électronique, donc pour s'adapter aux différents réseaux FIP, LON et tout autre réseau industriel propriétaire ou ouvert qu'il va y avoir dans les trains. Et aussi, on va devoir faire de la reconception logicielle, parce que y a de l'intelligence. Et on a besoin que le train continue, que le système continue à rouler. Donc voilà. Ça peut se faire avec, sans code source. Donc c'est en général des études qui peuvent durer sur 5 à 6 ans pour pouvoir reconcevoir des équipements ou des systèmes qui seraient obsolètes. L'idée vraiment, donc nous, en partie notre métier, c'est d'anticiper ces défauts, ces obsolescences, de façon à avoir toujours les trains qui roulent et pouvoir faire les opérations en temps voulu. Voilà, donc ces reconceptions, ça demande à l'ingénierie du matériel d'avoir les compétences techniques d'analyse documentaire des interfaces hardware et software. Ça nous demande de faire du portage de code source logiciel sur des technologies qui sont anciennes et des fois complètement obscures. On a des cas plus rares où on est carrément en train de faire du désassemblage. Alors, on a des binaires, on n'a pas d'autres infos, et hop, on met ça dans un outil, on désassemble et on analyse.
Et puis, on développe aussi des compétences sur des technologies obsolètes et des vieux OS, des vieux outils. Ça fait partie, entre guillemets, de notre quotidien. On est des fois un petit peu des archéologues de l'informatique. Ensuite, le dernier cas, qui est aujourd'hui moins utilisé, mais qui va se développer de plus en plus, c'est la virtualisation / émulation. Donc, on a déjà eu des cas où, en fait, on a un équipement, c'est du x86, une plateforme Intel standard, qui tourne sur des Linux. Là, c'est parfait. Sans avoir à toucher au logiciel, on va pouvoir extraire les binaires, les replacer dans une nouvelle distribution, remettre les bibliothèques qui vont bien, et hop, on croise un petit peu les doigts, on fait beaucoup de tests, et c'est reparti. On va avoir aussi toute la virtualisation. Donc, on a toujours sur la virtualisation ce problème de hardware. Il nous faut que les CPU, les architectures soient similaires. Mais on peut, voilà, on n'a pas encore utilisé ce genre de technique dans mon équipe, mais c'est quelque chose à laquelle on pense. Voilà. Si à un moment on a un système pas trop ancien qui est obsolète, on va essayer d'extraire les données de l'équipement actuel et puis mettre ça dans une virtualisation. Et le dernier cas qui va se rapprocher le plus et qui est le plus probable, qui va arriver très certainement pour nous, c'est faire de l'émulation. C'est-à-dire qu'on a un équipement, il a des entrées-sorties sur différents réseaux, c'est un vieux microprocesseur PowerPC. On ne peut pas trouver ce genre de choses, on n'a pas le code source. Si on a du code source, on n'a pas toujours les outils pour recompiler, il y a des problèmes de licence, de sociétés qui n'existent plus. Donc là, l'idée potentiellement, c'est de se dire, ok, on ne touche pas tout l'OS, tout le machin, et on vient faire un émulateur. Exactement comme on fera un émulateur Super Nintendo. Voilà, vous avez votre dump du disque, et on va mettre ça dans un émulateur. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va très certainement arriver dans les années qui vont venir. Et il peut être plus intéressant pour nous d'aller dépenser de l'énergie et de l'argent pour développer un émulateur, plutôt que d'aller refaire et recoder tout le système du train présent. Voilà. À chaque fois, de toute façon, les cas sont évalués, on cherche la meilleure solution. Donc, il y a des systèmes qui sont très critiques pour les trains. Donc, je parle ici du TCMS, donc le Train Control and Management System, qui vient et qui monitore tout le train. Voilà. Donc, on monitore la traction, donc les moteurs, la climatisation, les afficheurs, les écrans d'information voyageurs. Tout ça est piloté en général par ce réseau. Donc, c'est des éléments critiques qui font que sans ça, votre train, il aura du mal à faire sa mission et de transporter les voyageurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Chaque cas, pour nous, du moins à la SNCF, est étudié, mesuré, et on essaye de trouver la solution qui va nous coûter le moins cher, toujours pour contraindre les frais d'études et les frais de développement, et ainsi réduire le coût du train. Après, on a aussi des bonnes pratiques. C'est-à-dire que lorsqu'on fait nos rénovations de train et qu'on remet des nouveaux logiciels et de nouveaux équipements, on a maintenant tendance à se dire, OK, on fait un petit peu comme les technologies de l'IT. On va dire, on a un hardware générique et on vient placer des logiciels comme des services. L'idée vraiment maintenant, c'est de dire, OK, on a un hardware qui est générique, qu'on va pouvoir brancher sur un ou plusieurs réseaux, et on va mettre notre couche logicielle. Alors ça marche pour les logiciels qui sont des logiciels de service, d'information voyageurs. Ça ne marchera pas pour tout ce qui est gestionnaire du moteur, de la traction et des systèmes qui sont critiques. Donc on est toujours bloqué, de toute façon, par du hardware. On vient contrôler un train, et ça fait partie des choses. Et donc, quand je parle aussi, les trains vont potentiellement devenir des data centers roulants. C'est qu'on utilise les technologies de containerisation et ce genre de choses. Nos trains sont connectés à la 4G et font partie d'un réseau. Alors, les trains ne discutent pas entre eux pour des raisons de sécurité, mais discutent avec des serveurs. On peut imaginer déployer via des systèmes cubes, etc., des mises à jour de logiciels qui seraient plus du service, toujours sur des aspects non sécuritaires. Voilà. Donc,
je fais partie de la SNCF, donc je vais vous parler un tout petit peu d'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, en fait, SNCF Voyageurs et l'ingénierie du matériel, on a toujours une vision à 40 ou 50 ans pour maintenir nos trains sur toute la durée. Maintenant, avec l'ouverture à la concurrence, les exploitants, les mainteneurs vont changer. Et on risque de complexifier encore plus la situation, puisque chaque mainteneur, chaque exploitant va pouvoir prendre ses décisions, dire oh ben non, moi pour mes trains de la région, je vais faire telle solution technique et plutôt telle solution technique. Et dans 15-20 ans, quand il faudra reprendre ce système-là, on aura une flotte sur un même modèle de train qui pourra avoir encore plus de configurations différentes. Donc voilà un petit peu. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Avec justement l'ouverture à la concurrence, est-ce qu'il y a pas une volonté d'avoir une espèce de consensus de standard et bonne pratique, justement, pour alors, j'ai oublié le nom, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, alors, je répète la question, c'est avec l'ouverture à la concurrence, comment on va gérer globalement les optimisations et faire les regroupements. Donc aujourd'hui, les régions sont conscientes de ça, parce que pour le trafic TER, ce sont les régions qui sont propriétaires des trains. Elles se regroupent et on crée des entités spécifiques de façon à se regrouper et à avoir des demandes qui soient communes et pour optimiser les coûts au niveau des productions. Voilà, donc en effet, maintenant ce sont les régions qui se regroupent et qui créent des entités pour faire ça. Alors la question est un petit peu large, donc je vais la répéter. Comment on gère les risques de cybersécurité par rapport aux trains qui sont un petit peu anciens? Donc les trains qui sont anciens, on va dire ceux qui ont été conçus dans les années 2000, ont peu de connectivité au niveau des utilisateurs, enfin des usagers, pardon. On va leur installer une prise électrique, un port USB, mais tout ça c'est isolé et on fournit que de l'électrique. Quand on installe du Wi-Fi, c'est pareil, c'est un réseau qui est isolé, qui ne va jamais sur le train. Donc sur les aspects rénovation, ça c'est la première situation. En général, les usagers ont quasiment aucune chance de pouvoir se connecter au train. Sur les aspects communication et remontée des défauts à distance, là, on a des équipes cyber qui sont très bien staffées, qui mettent en place tous les canaux sécurisés. Mais en effet, la difficulté sur une mise à jour de ces trains-là, c'est on avait un protocole HTTP ou équivalent non sécurisé. Comment on fait pour mettre en place un flux sécurisé type SSH ou SSL, TSL, peu importe. Donc il va falloir trouver des bibliothèques, les recompiler avec les outils de l'époque et potentiellement réinjecter ça dans l'équipement. Sachant que des fois on a des problèmes d'espace, etc. etc. On considère la plupart du temps c'est que notre réseau dans lequel passent les données sont sûrs. Donc on s'accorde de temps en temps le droit de dire bon là c'est trop compliqué à intégrer un protocole sécurisé. Le réseau nous sécurise par lui-même. On va laisser passer. Mais aujourd'hui, voilà, tout est géré au niveau de la cybersécurité sur les trains récents pour que tout soit chiffré et que les bonnes pratiques de cybersécurité soient respectées. Voilà. Allez-y. Oui. Alors, c'est tout le problème, en effet. Et les constructeurs ont ce même problème-là. Alors, je répète la question, comment on gère le fait que des projets
ferroviaire soit long dans le temps, c'est-à-dire 5-6 ans pour certaines études, et le fait qu'on ait potentiellement du turnover dans les équipes et que les personnes bougent au bout de peut-être de 3-4 ans de poste. C'est un problème qu'on a. Voilà, on a cet avantage à la SNCF d'avoir cet aspect un petit peu famille qui est présent même si on a une très grande entreprise. Et on a, quand une personne rentre à SNCF, on a entre guillemets moins de chances qu'il y ait de turnover. Mais la personne va avoir envie de changer de poste. Voilà. Donc on gère comme tout le monde, on trouve des remplaçants, on s'occupe de ça. Après, on a tout un tas de procédures qui sont mises en place, des réunions régulières avec les constructeurs qui nous permettent justement de toujours avoir un suivi et un lien avec le constructeur pour faire ces récupérations de données. Donc voilà, ça reste en effet un enjeu et on n'a pas de solution miracle. On gère juste au fil de l'eau et surtout on maintient toujours le contact avec le constructeur pour toujours récupérer ces données. Voilà. C'est bon. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci encore à Tourentech. Bonne fin de journée à vous.